Bonjour messieurs. Alors je me présente, je suis architecte depuis 30 ans et expert inscrit sur la liste des fondateurs contemporains depuis 25 ans. Et je tiens toujours à rappeler que mon métier d'architecte, expert, est une fonction. Et je ne peux avoir la fonction d'expert si, au préalable, j'ai un métier. Donc j'ai fait environ 500 missions d'expertise pour les différentes juridictions de la région. Et j'ai aussi, dans mon expérience, eu connaissance du monde des assurances, puisque j'étais en mission 18 mois après l'explosion de la ZF, et donc à traiter des dossiers d'indemnisation. Et j'ai découvert, après 15 ans de pratique d'expertise judiciaire, un monde tout à fait différent qui était l'expertise d'assurance et de voir les mécanismes. Et je me suis aperçu à cette occasion que l'objectif de l'expertise d'assurance, c'était un accord, un prix, mais pas véritablement la compréhension des problèmes qui avaient pu conduire à la situation. La maison individuelle, je l'ai connue pour l'avoir pratiquée en tant qu'architecte et également donc, en tant qu'expert. Il y aura peut-être une petite particularité après la discussion préalable, en tant qu'préalable de sécuritaire, c'est que j'ai beaucoup plus rencontré de cas de constructeurs, de petits constructeurs individuels défaillants que de grandes sociétés, alors qu'on a eu quelques-uns. Mais il est vrai que lorsqu'on parlait de recours vis-à-vis d'une grande société, c'est quand même plus solide dans le sens où on a quelqu'un qui, a priori, ne disparaît pas, donc derrière éventuellement des sociétés d'écran. Et quand on a affaire à des constructeurs de maisons individuelles à petite échelle, alors là, ça devient le drame absolu parce que bon, on y perd l'ensemble on peut y perdre l'ensemble de ces salles. Donc, si vous voulez, j'aborderai le sujet, non pas en juriste, bien évidemment, et je me retournerai vers vous lorsque j'aurai besoin de quelques renseignements. Je suis un technicien, enfin un juriste, alors forcément on est quand même un petit peu confronté, donc il y a parfois des chevauchements entre les deux domaines. Donc, en vous présentant donc, des failles internes que j'ai pu repérer dans le contrat de construction de notre environnement individuel, le mode de contournement, où j'avoue que bon, je suis assez stupéfait de la manière dont les professionnels arrivent à trouver des astuces pour pouvoir le contourner. Et puis quelques petits retours d'expertise pour vous montrer quand même qu'il y a vraiment des situations qui sont dramatiques. Donc je pense que il faut vraiment que les professionnels aient en tête que réaliser une maison, c'est un investissement qui est un de l'achat les plus importants d'une vie. Pour pas mal de professionnels, ben, c'est le quotidien. Ils ont en face d'eux des gens qui arrivent, un contrat qui est conclu, il y en aura un suivant, on fera mieux la prochaine fois, etc. Donc il y a souvent quand même un déséquilibre dans le rapport entre les personnes qui ont à traiter un acte véritablement important et puis donc le professionnel doit avoir à l'esprit que c'est vraiment un acte extrêmement important de faire réaliser sa maison. C'est pour ça que je vais faire un cadrage général d'une construction, non pas dans un sens de contractualiser un engagement et puis de voir les garanties, mais il y a quand même des objectifs qui sont à suivre dans la construction d'une maison, qui est bien évidemment bon, de définir son budget, son programme, ça peut évoluer en fonction des circonstances, même en cours de projet, bon, d'avoir à acquérir un terrain, là il y a aussi des situations qui sont différentes, quand le CCMiste apporte le terrain et donc finalement capte un petit peu le client. Ensuite, il y a une phase que je trouve très souvent traitée insuffisamment en profondeur, c'est de concevoir les plans, mais aussi les espaces de vie. C'est quand même une maison qu'on fait. Alors on soit un modèle, ça peut très bien fonctionner, mais quand même, après des essais d'industrialisation de la maison dans les années 70 et 80, c'est aperçu quand même qu'il y a toujours un petit peu des spécificités. Il peut y avoir des spécificités de terrain, d'orientation, etc. Donc la notion de modèle, elle est quand même adaptée. Donc il faut avoir quand même une conception adaptée aux personnes qui vont construire, au terrain et au programme qui a été défini. Ensuite, dans cette réflexion, il y a des principes constructifs.
puisque bon, avec l'évolution de la réglementation, bon, il y a des objectifs fort louables qui ont été mis en œuvre, mais qui sont quand même extrêmement décalés par rapport à la technicité de la construction des maisons, qui sont vraiment très simples, je dirais. Ensuite, l'objectif de réaliser les travaux avec le meilleur rapport qualité-prix. Pour pouvoir avoir cet objectif, il faut quand même bien savoir ce que l'on va faire, et puis après, donc habiter sa maison l'esprit tranquille, et disposer d'un patrimoine protégé par des garanties. Donc, chose qu'on a fait après l'exécution des travaux, parce que parfois, il y a quand même pas trop de combattants à effectuer. Alors ensuite, parallèlement à ça, il y a l'étape technique de réalisation d'un projet. Donc il y a un cadre réglementaire que bien évidemment le constructeur devra connaître, tant sur l'urbanisme que sur la construction, et Dieu sait si c'est complexe. La reconnaissance du sol, bon, qui est de plus en plus générale, mais on voit encore quand même quelques cas de figure où le sol avait un fils extrêmement important et qui ensuite on arrive à des sinistres de plusieurs dizaines, de centaines de milliers d'euros quand il y a des reprises en sol. Et j'attire votre attention sur les niveaux de plan. C'est-à-dire que ce qui me sidère dans les dossiers d'expertise que j'ai pu voir, c'est parfois les niveaux de plan, mais ridiculement sommaires. Alors, je voudrais quand même vous montrer comment peut être le plan d'une maison au moment où on la réalise. Et pour ce faire, alors je vous demande une petite gymnastique. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on a fait l'esquisse, c'est-à-dire les premiers aménagements, soit sur une nouvelle maison, soit sur un plan type, et ensuite l'avant-projet qui sert à la demande de permis de construire, et avant de construire, on doit normalement faire un projet de construction. Et quand on fait un projet de construction, on en détaille les éléments techniques, et quand on en détaille les éléments techniques, on sait comment la fenêtre viendra par rapport à l'isolant, comment à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, on aura une cloison en galandage à cet endroit-là, on aura les niveaux qui vont être définis, etc., etc., et avec des détails donc, qui permettent d'expliquer quelles sont les parties qui sont en béton armé à cet endroit-là, pour pouvoir faire des renforts, etc. Dans le cadre des expertises de construction de maisons individuelles, je l'ai vu avec un seul constructeur, des solitaires, et sinon, on a vraiment des plans qui sont extrêmement sommaires. Alors, comment voulez-vous qu'il y ait un engagement précis qui soit pris s'il n'y a pas une définition précise de ce qui va être réalisé? Je vais faire un petit saut pour trouver les types de plans que j'arrive à voir en évidemment, je vais passer à un autre endroit, ça doit être ici, je pense. Voilà. Ça, c'est plutôt le type de plan que je rencontre couramment dans le cadre des litiges dans les constructions de maisons individuelles. Donc, comment peut-on savoir, avec ces plans, une notice descriptive qui est certes encadrée par la loi, mais qui est quand même très succincte, très succincte sur son aspect technique, je dirais. Bon, c'est vrai qu'elle est complète dans ce qu'elle embrasse, mais elle est succincte dans son aspect technique. Il y a des éléments qui arrivent à être interprétés de différentes manières. Donc, des contrats détaillés. Alors, pour leur publication précise, je vais en parler. Des contrats détaillés, pour ça, il est effectivement très bien encadré par la loi 90, mais toujours sur un plan des engagements juridiques. Il manque sur le plan technique et mode de réalisation, il y a quand même souvent des failles. Ensuite, un suivi de chantier rigoureux, c'est-à-dire qu'en théorie, bon, il va y avoir quand même des réunions régulières avec au moins des choix, des étapes d'avancement, etc. Elles sont quand même dans la majeure partie des cas inexistantes. Je vous demande un petit instant.
Voilà, donc quand il y a un compte rendu de chantier, il doit y avoir un avancement sur le planning, il peut y avoir des détails, il peut y avoir des aménagements particuliers, etc. Tout ça, normalement, ça devrait faire l'objet de réunions régulières et ça devrait faire l'objet de comptes rendus qui permettent de noter les étapes d'avancement. Parce que, bon, il n'y a pas l'aspect commercial de la construction, il y a l'aspect technique dans son suivi. Et ça, les comptes rendus d'avancement de chantier, en CCMI, j'en ai aussi jamais vu. Donc, bon, et ensuite, une réception de travaux bien préparée et correctement conclue. Donc, ça, je reviendrai avec un petit clin d'œil en fin de l'exposé, sur un cas de figure où, en ayant voulu prendre trop de précautions sur sa réception de travaux, la personne s'est trouvée en n'ayant plus de garantie. Pour moi, les spécificités du contrat de construction de maison individuelle doivent faire face à une situation où l'exercice de la profession n'est pas réglementé. Vous êtes mieux protégé, a priori, en allant chez le coiffeur qui a une maîtrise pour ouvrir un salon de coiffure, que d'aller voir un constructeur de maison individuelle, où j'ai déjà vu l'entreprise principale avoir une société de construction de maison individuelle, puis l'épouse, puis la fille. Donc, à 19 ans, elle arrive à passer un contrat pour faire une contrat de construction de maison individuelle. Donc, c'est sûr qu'elle a de plus en plus de mal à obtenir des garanties, des assurances et des garants, mais on arrive quand même encore à avoir des situations interviennent. Bon, les sommes en jeu sont considérables, on l'a déjà dit. Et puis, le bien est vendu avant d'être réalisé. Il y a quand même dans notre société pas énormément de choses que l'on achète avant qu'elles ne soient faites. Alors bon, il peut y avoir, on peut aller commander son costume chez son tailleur, etc. Mais bon, ou alors la voiture peut être commandée, mais elle fera face à un cahier des charges précis, il y aura un modèle type, il y aura surtout une production industrielle qui pourra apporter une garantie sur sa réalisation. La maison individuelle, ce n'est pas le cas. On s'engage, et puis après, elle va être réalisée. Donc, on a remarqué aussi dans les différents cas de figure qu'un engagement est difficilement révocable sans perte financière à cause des étapes de construction, surtout quand la construction est commencée. Avant, c'est plus facile. Le maître d'ouvrage n'a aucune possibilité de choisir les entreprises qui vont construire sa maison. Et puis, le dernier point également, c'est la réalisation du bâtiment est autocontrôlée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne tierce qui vient vérifier dans les étapes de construction si les points ont été respectés, etc. Donc ça, c'est quand même une particularité, surtout pour un bien qui doit être réalisé alors qu'il est déjà vendu. Donc, d'où la nécessité de la protection par la loi, que vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez donné différents éléments, donc, et avec, par rapport au contrat d'entreprise, puisqu'on peut acquérir une maison soit en vente à l'état futur d'achèvement, soit par un contrat de construction de maison individuelle, soit par des contrats d'entreprise séparés. Donc, il y a des contrats d'entreprise séparés. Un particulier peut établir ses plans, aller voir différentes entreprises. Un particulier peut faire appel à un maître d'œuvre ou à un architecte, qui est d'ailleurs maître d'œuvre, ou ça limite son travail à la conception. Et ensuite, les marchés de travaux sont dévolus par entreprises séparées, sachant qu'il y a une disposition qui entraîne souvent la requalification des contrats d'entreprise lorsqu'il y a le hors d'air qui est assuré par la même entreprise. Le contrat peut être qualifié. C'est ça? Voilà. Donc, en plus, ça donne des droits, ça peut ouvrir des droits. Moi, je l'ai vu dans quelques expertises où les avocats ont souhaité une requalification du contrat de marché d'entreprise pour pouvoir justement bénéficier des obligations qui y sont. Donc, le contrat se doit d'être précis, il est quand même assez bien détaillé par les obligations de la loi, avec la désignation des terrains, l'affirmation que le projet est conforme aux règles de construction, consistance et caractéristiques techniques de la maison. Et c'est là où, à mon avis, le bas blesse, c'est-à-dire que si c'est sur des plans, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou sur des notices descriptives où il y a des croix, et une description très rapide, que va-t-on encore? Bon, c'est le constructeur à bonne réputation, on peut espérer que ça passera bien. Mais dans d'autres cas de figure, si on s'est fait entourlouper par quelqu'un qui parlait bien, on se retrouve quand même avec des sacrées surprises. Bon, il y a une disposition qui, à mon avis, n'apporte pas énormément
une garantie au maître d'ouvrage, c'est de se faire assister lors de la réception par un professionnel habilité pour assurer cette mission. Bon, c'est certain que c'est mieux, enfin, on peut se dire qu'on va avoir quelque chose de mieux cadré. À mon avis, je pense qu'il est trop tard. C'est-à-dire que si c'est mal parti, les choses seront déjà difficiles, et il vaut peut-être mieux ne pas les connaître et passer en phase garantie que d'essayer de les obtenir difficilement par contractuel. Point d'interrogation, je vous laisse aussi répondre à cette question. Bon, je sais que c'est peut-être mieux de le faire venir après la réception, surtout que vous avez, si vous changez d'avis les 8 jours, si vous êtes accompagné d'un professionnel habilité. Donc, vous avez 8 jours pour dénoncer les réserves. Enfin, je pense que c'est assez bien expliqué sur la main, mais c'est vrai que le professionnel à la réception, c'est pas forcément le moment pour faire ça. Voilà, donc toutes ces dispositions de contrat qui sont bien définies par la loi. Donc on y a une situation, donc je définis peut-être de façon un petit peu avec un langage courant, comme une réalisation aux choses clés. Lorsque le contrat est formalisé, le prix est désormais garanti. Par exemple, 180 000 euros. À côté de cet instant, comme toute entreprise de bâtiment ou d'autres secteurs, un des objectifs majeurs sera de dégager la marge bénéficiaire la plus performante. Tout pourra alors être sujet à économie. Les choix constructifs imprécis, par exemple les soubassements, le cloisonnage, la couverture, le choix des produits, les sanitaires, les carrelages, les menuiseries, vous avez certainement d'autres exemples en tête, le type d'équipement, aménagement de placards, équipement électrique, etc. Et bien évidemment, le choix des équipes qui réaliseront les travaux. Parce qu'on se retrouve de temps en temps, si on va sur son chantier, avec des personnes, on se demande si leur métier, c'était pas... Enfin, un jour, d'ailleurs, j'étais sur un chantier, puis je vois des plaques de plaques qui forment un petit peu des courbes. Je dis, c'est pas possible, vous êtes marin, et comment vous le savez? Voilà, c'est le type de situation où, il n'y a pas toujours la qualification, il n'y a pas d'exigence de qualification de formation pour les métiers du bâtiment, sauf dans le cas du gaz ou l'électricité ou quelques lots un petit peu particuliers. Donc on imagine les résultats qui peuvent en découler, et on peut tirer notre chapeau au constructeur sous cette qualité qui, dans le panel de choix qui lui reste, mettra le critère du type au second rang. Alors, tout ça, ça m'a fait arriver en expertise sur des situations véritablement catastrophiques. Donc, j'ai un exemple à Matampa, donc c'est un couple de retraités qui vend sa maison, confie la construction d'une nouvelle maison à un constructeur dont un modèle a pignon sur rue à Expobat. Donc, c'est une situation qui peut être assez courante. Il avait pris la précaution de faire passer tous les contrats de seconde œuvre directement avec les entreprises, et je crois d'ailleurs que de ce fait, comme il avait fait fournir les menuiseries par le couple de retraités, l'entrepreneur, enfin le constructeur de l'individuel, il a essayé de se dégager de l'obligation d'avoir 90. Alors, moi, ça m'a quand même assez sidéré cette expertise, parce que, voilà, je suis arrivé à, déjà, c'est quand même un petit peu exceptionnel, hein, je veux dire que j'espère que personne ne se retrouvera là-dedans. Donc ça, c'était le plan annexé au permis de construire, qui a été délivré le 12 novembre 2007, et ça, c'était la maison qui avait été réalisée. Donc, et les personnes, se sont retrouvées avec une maison, c'est quand même une situation pour les points absurde, c'est-à-dire que ils n'ont peut-être pas fait véritablement attention au parpaing qui était posé, etc. Mais ils se sont, quand je leur ai expliqué que bon, ça n'avait rien à voir avec le plan d'origine, alors je ne dis pas les complications. Il y avait le nombre de chambres, je crois, quand même. Il y a les problèmes de conformité qui ont bien évidemment, donc tout s'est effondré comme un château de cartes, et les gens ont habité pendant, je crois, 5-6 mois dans un mobil-home. Et puis après, ils ont été obligés de louer une maison et finalement ils l'ont vendu relativement à peine. Alors bon, ça c'était. Là, cette maison, c'était, si vous voulez frapper, c'est un peu trop pixelisé, c'est cette fenêtre-là que je vais vous montrer dans les chambres. Voilà ce que donne
la fenêtre d'une chambre, vous ne la voyez pas. Hein. Il y a une allège d'1,65 m de hauteur, parce que il n'y a jamais eu de coupe sur la manière dont on avait construit la maison, et puis on se retrouve donc, entre les différences de hauteur, avec une allège d'1,65 m et puis une ouverture d'1,5 m². Donc, il ne sera pas conforme à la nouvelle réglementation, puisqu'on va devoir avoir 1/6 de surface vitrée en éclairage éclair. Voilà. Une intervention, c'est un exemple type qui permettrait à ce couple de retraités de demander pour non-réalisation à des obligations contractuelles la démolition aux frais. Et contrairement à la jurisprudence sur des nullités relatives à un contrat, c'est imparable. Il y aurait même 18 cm de différentes altimétries parce que le seuil n'est pas au bon niveau. Même la Cour de cassation vous permet de détruire une maison. C'est un cas typique, je veux dire, où on peut, et il n'y a pas de parade pour un constructeur. Il est obligé de démolir à ses frais, bien sûr. Il ne reconstruira pas, puisqu'on n'oblige pas le maître d'ouvrage à garder ce constructeur défaillant. Donc, ça sera chiffré et il y aura une reconstruction. Donc, ça, c'est avantageux. Enfin, pas très avantageux parce que vous vivez en mobile, etc. Si vous voulez, au final, c'est plus intéressant que des nullités avec des problèmes de restitution en attendant que la Cour de cassation précise sa position. Hein, voilà. Et dans le cas de petit constructeur qui n'est pas solvable. Souci, effectivement, s'il est assuré, il y a quelque chose, parce que c'est du contractuel, effectivement, hein, c'est pas de la décennale, hein, on est dans du contractuel pur, donc il a cette obligation de refaire la maison, hein, de la démolir, de la refaire, et alors il faut prendre une garantie s'il a la chance d'avoir une maison, ou il faut prendre une hypothèque sur sa maison, etc., la faire vendre pour pouvoir payer. Hein. C'est aussi une possibilité avec des délais qu'il faut faire, parce qu'il faut une décision le juge d'exécution, ensuite il faut faire son action. Ça, c'est déjà un petit peu mieux, j'allais dire, pour pouvoir. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas solvables. Mais s'il est solvable, c'est une possibilité. Et on n'a pas dans les errements de la nullité. Parce que c'est pas un problème de nullité. On n'a pas les soulever. Voilà ce que je voulais dire. Parce que ça oui. Bon, après, il y a cette question de avant réception de travaux, après réception de travaux. Donc, dans toute la phase contractuelle, quand les contrats. Mais c'est dans du contractuel. Hein. Oui. C'est du contractuel. Mais d'accord, mais il n'y a pas de problème. Oui, mais il n'y a pas d'assurance, excepté la garantie de livraison et l'assurance dommage ouvrage, qui peuvent intervenir sur une personne qui est défaillante et non solvable. Oui, ça, il a raison, oui. Si elle n'a pas été détournée par le système d'être sortie du CCMI. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, un autre cas de figure, qui sort peut-être un peu du pur sujet CCMI, mais bon, qui peut intéresser les gens qui construisent. Alors là, c'est un enchaînement de choses que j'ai vu. Une dame confie à un décorateur d'intérieur son chalet a brûlé. Et l'expert d'assuré lui obtient une excellente assurance, une excellente indemnité de 400 000 € pour son chalet. C'est bien. Et après, l'expert d'assuré, lui, l'envoie sur un décorateur dans les Alpes du Sud, l'envoie sur un décorateur de Nice qui lui fait passer un contrat pour réaliser sa maison, qui lui prend 25 000 € d'honoraires pour faire des plans du niveau de ce dont je vous ai montré, la seconde série de plans que je vous ai montré, qui ensuite lui fait signer un contrat de construction, un devis d'entreprise, excusez-moi, auprès d'un entrepreneur des Alpes-Maritimes, qui lui demande 100 000 € de versement à signature. Alors vous allez me dire après que la dame est peut-être un peu crédule, mais bon, tout consommateur n'est pas forcément en situation de connaître les pleins et les aboutissants. Elle verse 100 000 €. L'entrepreneur n'a pas le temps de faire les travaux, sous-traite à une entreprise milanaise, qui elle-même sous-traite à des charpentiers roumains. Donc, alors il y a un chalet au bout du compte, qui a été construit, dont je vais vous montrer quelques photos qui sont assez sympas. Sur le pratique, donc le contrat, en plus il paraît que les charpentiers roumains auraient fait ce chalet en 7-8 jours de travail. Donc, sachant que la partie basse en pierre existait déjà. Alors là, il y a quand même des choses qui sont plus qu'inquiétantes. Je ne sais pas si vous voyez à peu près le porte-à-faux, mais j'ai interdit à tout le monde d'aller à l'angle de c'est très sombre, hein. C'est très sombre.
Et puis alors après, quand on arrive dans les combles, c'est une catastrophe, c'est un Mikado non assemblé, c'est-à-dire que au niveau de la stabilité de la structure, va falloir reprendre pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, des chaînages et des liaisons. Hein, on voit bien à ce niveau-là, je ne sais pas si vous ne voyez pas. Ici, on voit que l'ensemble des trous dans les combles sont complètement dissociés de la toiture. Donc il y a aucune articulation. Comme maintenant en France, on est quasiment partout en parasismique, sauf en région parisienne et en Aquitaine. Bon, il y a bien évidemment ces liaisons qui doivent être assurées. À ce sujet, je voudrais attirer votre attention sur le respect des normes parasismiques qui est désormais pris en garantie décennale, mais pour moi qui est une bombe à retardement. Dans le sens où au parasismique, on pense évidemment à un séisme qui a eu lieu en début de siècle dans notre région, donc on attend le début du XXIe siècle avec un peu de crainte. Et puis, il y a d'autre part les recours qui sont exercés. Alors, soit quelqu'un qui est le maître d'ouvrage de la première construction, mais on peut avoir pendant, je ne sais pas combien d'années, mesdames et messieurs les avocats, mais moi, on m'a dit que sur le principe, il n'y avait pas de prescription, dans le sens où quelqu'un en 2030 revendrait une maison construite en 2012, non parasismique, et aurait une responsabilité vis-à-vis de son acquéreur. C'est sûr que je fais ça. Pas si simple, parce que si on parle, il y a des dommages évolutifs déjà par rapport s'il y avait déjà peut-être un petit élément qui aurait pu permettre ensuite de la réactiver ça, mais sinon les décennales plus récentes avec ça. C'est pas la décennale, c'est-à-dire que vous êtes, on se fait en 2030, vous allez construire une maison, on a oublié le nom du constructeur, vous la revendez à un acquéreur, construite en 2012, elle se voit d'être parasismique, elle ne l'est pas. Est-ce que votre acquéreur a un recours ou pas? Donc on est bien 18 ans plus tard. Si vous connaissiez le vice, déjà, ça vous donne difficile. Et puis, après, souvent le point de départ est fixé quand même au jour de la connaissance du dommage. Donc si le séisme arrive très tard, évidemment, bon, c'est pour j'ai eu quelques frères et consoeurs qui m'ont dit qu'à priori l'action pouvait se faire. C'est sûr que si vous savez que votre maison est glissée, la vendez pas sans cacher ça à votre acquéreur, mais bon, ça me semble être quand même de la mauvaise foi. C'est la connaissance du vice, tout le monde sait que la norme n'a pas été respectée. Voilà. Et l'acquéreur de 2030, qui a-t-il comme interlocuteur que le vendeur? Et les vices cachés, il y a une prescription qui est courte quand même aussi. Enfin, c'est très compliqué. La prescription qui vient de changer. C'est bon. Comment? C'est 2 ans, les vices cachés. 2 ans, les vices cachés. 2 ans. Mais ça, c'est le bref délai. Mais c'est aussi encadré dans un second maintenant délai. Enfin, tout ça est très compliqué, ça dépend vraiment de l'espèce. C'est pas facile de répondre de cette manière. En tout cas, de manière générale, ça dépend vraiment. Voilà, donc les différentes situations que j'ai rencontrées en expertise et que je pense sont pour moi assimilables à des escroqueries. J'ai vu un vendeur de chalet, alors c'était plus le même que celui-ci, c'était à Barcelonnette. Il a été sur la foire de Montpellier, je crois, il avait vendu un chalet à 80-90 000 euros. On arrive, le chalet est magnifique. La seule chose, c'est que je me demandais ce qui se passait, puis en définitive, tous les bassins étaient séparés de 1 à 2 cm, il y avait des courants d'air, il n'y avait pas de vent sur là, donc je n'en étais pas aperçu, et donc c'était totalement inchauffable. Et puis après, quand on a fait étudier techniquement, il n'y avait aucun contre-vent, et il commençait à pencher, donc il a fallu le rendre inhabitable, prononcer l'interdiction d'habiter. Au final, ce chalet qui avait dû être vendu 100-120 000 euros sur la foire, il y avait une belle plaquette avec responsabilité civile professionnelle, mais c'était la responsabilité civile courante, et non pas une décennale. Et pour pouvoir le remettre en état avec les déménagements, on est arrivé à 230 000 euros d'évaluation. Et a priori, ce pauvre maître d'ouvrage pourra afficher son jugement ou son arrêt de cour d'appel dans son séjour
mais il n'obtiendra, en plus, il n'obtiendra jamais le recouvrement. Alors, arrive à des situations comme ceci, au XXIe siècle, on se demande quand même comment on peut y arriver, comment, malgré toutes les dispositions de la loi, il y a encore des failles qui alimentent les séries d'émissions télévisées de seconde partie. Ok. L'assistant maître d'ouvrage, alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu ronflant. J'ai rencontré des personnes qui ont fait construire, et non pas pour éviter le contrat de maîtrise d'œuvre. Parce que le maître d'œuvre ou l'architecte, c'est quand même une assurance tout risque sur des travaux, dans le sens où toutes les fautes professionnelles à compter du premier trait de crayon sont garanties, y compris le non-respect du norme parasismique, y compris le défaut d'implantation, y compris le recours à des entreprises non assurées, etc., etc. Les avocats se régalent. Nous, on défend les architectes. Alors, vous connaissez sur cette question-là. Donc, certains sont présentés comme assistance au maître d'ouvrage. Alors, ça existe pour les gros projets publics. Hein. On a un assistant maître d'ouvrage qui vient lui dire comment faire ses contrats. Et là, il vient dire, je vais vous aider à réaliser votre maison. Et en définitive, il fait de la maîtrise d'œuvre, il choisit les entreprises, il donne des prescriptions, il va sur le chantier, etc. Donc, et au final, il devrait être assuré en décennale. Et je crois que le seuil d'une décennale, d'un prix du décennal, c'est 5-6 000 euros par an. Donc, bien évidemment, ça leur permet de faire cette économie. Et puis, en quelque cas, on se retrouve avec un titre ronflant d'assistant à maîtrise d'ouvrage qui, s'il n'est pas solvable, ne viendra jamais vous réparer les dégâts causés. Ça peut rien. Pardon? Ça peut rien tout le monde. À l'assistance de maîtrise d'ouvrage, c'est assez. Bon, le constructeur qui se dégage du CCNI en faisant fournir les menuiseries extérieures par son client. Alors, ça, dans les expertises où j'ai eu il y avait un constructeur, je demande systématiquement le formulaire de demande de permis de construire. Et puis, les gens disent, bah, c'est le constructeur qui m'a donné le contrat de construction. Enfin, les plans, pardon. Et j'en dis, montrez-moi le formulaire. Et sur le formulaire, on voit auteur du projet, la personne, le maître d'ouvrage. Mais c'est pas moi qui fais les plans. Vous l'avez signé cette case-là. Donc, le constructeur, il a fait signer le formulaire en le présentant comme l'auteur du projet. On devient déjà dans le CCNI sans fourniture de plan. Et donc qui allège un petit peu quand même les obligations de la loi. Et après, s'il fait des marchés d'entreprise séparés en lui faisant fournir les menuiseries, vous allez faire des bonnes affaires, vous allez chez GIAL, vous allez chez La Paire, et vous allez avoir les meilleurs prix. Comme ça, il n'y aura pas de marge. Donc, hop, ça le dégage du hors d'air et ça peut lui permettre d'éviter une requalification en CCNI. Après, les dispositions des courtiers de travaux, ça, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, vous avez des publicités partout. On va voir si c'est 5%, 7% des personnes qui vont chercher des entreprises. Alors, si c'est juste une entreprise commerciale, ben, il faut le savoir. Après, bon, il faut savoir qu'il ne faut pas en attendre des dispositions techniques, mais ils ont parfois tendance à se transformer en maître d'œuvre. Là, je donne un dernier petit clin d'œil sur un retour d'expertise. C'était la définition de la réception des travaux, c'est la manifestation non équivoque de maître d'ouvrage d'accepter les travaux. Dans ce cas de figure-là, la personne ayant un soupçon sur les fondations a mis sur la réception des travaux, les fondations sont peut-être insuffisamment profondes à cet endroit-là. Et ensuite, il s'est passé la chose suivante, donc c'était 5-8 ans après, et quand il a voulu faire jouer l'assurance décennale de l'entreprise de l'Assemblée, on lui a dit que les travaux étaient réservés sur le procès normal de réception de travaux, donc l'assurance ne couvre pas. Et comme l'entreprise avait disparu, je vous laisse imaginer la situation dans laquelle ils se sont trouvés. En conclusion, si le législateur a voulu protéger par la loi de 90, c'était précision successive. Je crois qu'il y a eu la notice descriptive en 91, il y a eu le client d'une maison individuelle, j'ai mis entre guillemets le client parce que je trouve que par rapport à la taille de l'achat, c'est un mot qui est un peu commercial à mon avis. Et même s'il poursuit le travail législatif, on ne pourra créer un environnement qualitatif et sécurisé qu'aux conditions suivantes.
définir clairement l'objet du contrat et par voie de conséquence, décrire précisément l'ouvrage à réaliser. La phase étude doit être rigoureuse, on doit avoir des plans et des descriptions rédigées précises. Créer les conditions d'une véritable garantie de livraison, soit par un garant externe comme une banque ou une assurance, soit par une modulation plus avertie des étapes de règlement. Ça, je vous laisse les juristes dire les obligations entre le CCMI avec ou sans fourniture de plan, parce que je ne sais pas si les garanties sont les mêmes entre extratec et intrinsèque. Il faut une garantie intrinsèque pour le CCMI avec fourniture de plan. Donc il n'y a pas de garantie. Une garantie extrinsèque, pardon, pas un garant de livraison extérieure. Avec fourniture de plan et sans fourniture de plan. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu cette situation. Ensuite, exiger des niveaux de qualification minimale des entreprises amenées à réaliser les travaux. Instaurer le principe d'une acceptation des sous-traitants. Ça, c'est peut-être trop ambitieux, mais bon, on aimerait quand même éviter certains marins sur les chantiers. Et instaurer des procédures de contrôle indépendantes. Je dis toujours que ce n'est pas Air France qui contrôle la sécurité de ces avions, donc si c'est la personne qui fait, avec qui vous avez contracté, qui fait le contrôle de la réalisation, forcément, vous n'aurez pas, vous aurez un avis qui sera partial. Très souvent, il y a des personnes qui viennent me voir pour, ne serait-ce que pour entendre un autre son de cloche que ce qui leur a été martelé sur une situation donnée. Il me dit que, etc. Et après, on regarde sur un plan technique, qui sont presque un soulagement d'entendre quelqu'un qui leur dit quelque chose qui est plus proche de leur avis que le constructeur qui n'a cessé de leur répéter que le maître d'ouvrage n'y connaissait rien et que c'était bien comme ça. Voilà, j'en ai terminé. Je suis dans les temps ? Oui, très bien.